Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Bonjour Aurélie, bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. Donc le thème d'aujourd'hui est autour de la transparence des rémunérations. Donc c'est Géraldine qui va animer ce webinaire qu'on va présenter juste après. Donc je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires emploi formation chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc dans le département du Rhône. Aurélie, je te laisse te présenter. Oui, donc Aurélie Lajarige, chargée d'affaires aussi sur le pilier emploi formation, mais pour le territoire du Cantal. Bienvenue à Donc tous. pour situer, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est une agence de développement économique. On est là pour accompagner les PME industrielles et de services à l'industrie dans tous leurs projets de développement, d'innovation, d'international et d'emploi-formation. On a aussi un bureau Europe qui s'occupe des financements européens. On a un service d'intelligence économique et territoriale qui publie des études et des panoramas. Et on a aussi un service Invest In pour faire venir des entreprises en région. Donc, on est là pour accompagner les entreprises et puis pour répondre à leurs besoins, problématiques, enjeux, notamment dans l'emploi-formation. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce webinaire RH. Donc, on en organise 4 à 5 par an autour de thématiques d'actualité RH. Et aujourd'hui, donc, il nous semblait important de revenir sur ce thème transparence des rémunérations. Il y a pas mal d'actualités sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Géraldine Mondon, consultante relations entreprises APEC, un de nos partenaires forts sur l'emploi-formation, d'intervenir pour clarifier un peu tout ça. Je tiens déjà à dire que ce n'est pas un webinaire juridique. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de vous préparer pour anticiper et accueillir cette directive dans vos entreprises de manière très pragmatique et donc vous préparer au mieux. Donc le webinaire est enregistré, il sera envoyé en replay. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que donc on a décidé de les garder pour la fin pour pouvoir dérouler voilà, le webinaire et puis pas anticiper sur un certain nombre de thématiques. Mais voilà, on consacrera au moins 15 minutes à la fin pour vos questions, voilà, pour pouvoir répondre de manière très pragmatique. Il y a une enquête de satisfaction aussi qui sera envoyée à la fin. Et puis, vous aurez le support de l'APEC. Donc, les questions, c'est via l'onglet chat questions et c'est Aurélie qui sera votre voix. Exactement. Sans transition, voilà le programme qu'on a prévu, Géraldine. Donc voilà, je te laisse prendre la main. Très bien. Merci Farida, merci Aurélie. Bonjour à tous. Donc Géraldine Mondon, je suis consultante entreprise à l'APEC avec pour territoire la Loire et une partie du Rhône, donc du 69 et un tout petit morceau du Nord-Isère côté Vienne. Effectivement, ce webinaire se veut non pas juridique, même si bien sûr on s'appuie sur la directive européenne, donc à un moment ou à un autre on va parler de cette fameuse loi. Par contre, on vous donne les informations telles qu'on les a à aujourd'hui, en essayant de les transposer au maximum sur une projection RH de ce que vous pourriez faire dans vos organisations, tout en collant au mieux à tous les types d'entreprises, puisque vous le verrez dans une des slides, on a des dispositions qui sont différentes en fonction de vos nombres de salariés dans vos organisations respectives. Ça peut être aussi d'ailleurs une mention que vous pourriez faire dans le chat pour nous aider et nous aiguiller dans ce qu'on pourrait vous délivrer, de nous donner le nombre de salariés de vos organisations pour que ce soit plus simple pour les slides suivantes. Donc, on commencera sur un nouveau cadre réglementaire. Ensuite, concrètement, qu'est-ce qui va pouvoir changer dans vos pratiques RH? Entendons-nous bien que ce n'est pas une liste exhaustive de ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Ce sont des initiatives, bien évidemment, pour accompagner au mieux cette nouvelle loi. Comment la structurer, cette démarche? Comment établir votre plan d'action pour que ce soit le plus digeste possible pour les collaborateurs, puisque si vous êtes dirigeant ou RH, vous êtes beaucoup plus aguerri dans ce principe de plan d'action et de structuration de projection RH. Par contre, pour vos collaborateurs, et ce sera un enjeu, ce sera de la communication, de la formation, de l'information, pour qu'ils puissent déployer au mieux cette nouvelle directive. La particularité, au jour où nous nous parlons, c'est-à-dire le 20 mars 2026, c'est qu'il y a de fortes chances que cette directive soit repoussée.
tout simplement parce que, et c'est à prendre avec des pincettes la totalité du contenu, tout simplement parce que pour le moment, on est encore sur une directive européenne qui a été adoptée en mai 2023, ce qui veut donc dire qu'elle n'a pas encore été transposée en droit français. Donc j'attends, et Aurélie va devoir sélectionner un certain nombre de questions sur oui, mais concrètement, comment je vais devoir faire ci et comment je vais devoir faire ça dans mon organisation. Il y a énormément de choses sur lesquelles on n'est pas encore capable de vous répondre puisque le droit français n'a pas encore statué. Statuer normalement à partir de quand eh bien, ce serait et ça devrait être au 7 juin 2026, sauf que, et là je mets bien un gros sauf, cette loi va sans doute être repoussée tout simplement parce que le calendrier législatif a pris énormément de retard. Il y a un embouteillage, je dirais, législatif. Pourquoi? Eh bien, parce que la chute du gouvernement Bayrou, la trêve pendant les élections municipales aussi, font que à aujourd'hui, et la loi de finances qui a eu du mal à être votée, un certain nombre d'éléments donc politiques font que, dans tous les cas, la transposition en droit français, j'entends bien, puisqu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui, eux, ont déjà réussi à le transposer dans leur propre pays, mais à aujourd'hui en France, il y a des chances pour que ça ne soit pas le 7 juin. Ce qui n'est pas très grave. Tant mieux, pardon, ça laisse le temps de se préparer. Tant mieux. Exactement. Exactement. Et c'est bien pour cette raison qu'on maintient la date et qu'on anime aujourd'hui, tout simplement parce que le principe, c'est pas de vous faire un déroulé juridique, c'est pas notre rôle et en plus, on n'a pas la compétence, mais c'est surtout, et tant mieux, vous gagnez du temps, prendre les devants sur je dois faire quoi dans mon organisation, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment ça va transformer mon process et mon service RH, en mieux, bien évidemment. Ne le voyez pas comme une obligation et que comme une obligation légale et de mise en conformité. Pourquoi? Parce que quand même, la genèse et l'objectif de cette loi, elle a plusieurs sens. Le premier sens, c'est de lutter contre les discriminations, notamment femmes, hommes et sur la rémunération, ce qui est quand même un premier point, puisque même si vous avez des entreprises qui prennent le pas, qui bougent les lignes, qui, avec leur index égalité femmes-hommes, tendent à se rapprocher de l'équité et de l'égalité, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les organisations. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui va peut-être vous faire bondir, mais c'est aussi une réalité, c'est la jeune génération, cette fameuse Gen Z, qui aujourd'hui rentre dans nos organisations, qui va représenter pratiquement un tiers des actifs d'ici 2030-35, voire même 2040 pour se projeter encore plus loin, un tiers, et au final, ce sont des générations qui ont besoin de beaucoup de transparence, qui ont besoin de beaucoup d'informations pour statuer, pour postuler, pour candidater, pour être valorisées et fidélisées dans leur organisation. Donc ça répond quand même à ce deuxième enjeu, justement, un enjeu d'équité dans la rémunération, parce que cette Gen Z en a besoin pour se positionner. Et puis, un troisième point, c'est la visibilité pour les salariés, les collaborateurs et la projection dans leur emploi. Donc là, on est bien sur une vision et une visibilité de maintien en emploi des collaborateurs. Vous le savez, on l'a tous vécu dans des organisations où la rémunération est un peu secrète. C'est toujours un mot compliqué, notamment en France. Parler rémunération en France, ce n'est pas toujours facile. Pour autant, c'est une réalité, on en a besoin. Donc cette loi, elle s'inscrit vraiment non pas que comme une obligation légale, mais aussi pour démystifier ce sujet et rendre de l'égalité dans cette rémunération. Et je veux bien, Aurélie ou Farida, que vous avanciez. Alors, quelques chiffres qu'on interprète très rapidement. 38%, c'est quoi? C'est 38% des entreprises qui n'affichent pas ou n'affichent jamais, en tous les cas ou très rarement, les salaires dans leurs offres d'emploi. On le verra après. C'est déjà normalement censé être terminé. 2,5 fois, c'est quoi? L'attractivité des offres d'emploi, c'est 2,5 fois plus de candidatures pour les offres qui précisent le salaire. C'est une source APEC 2024, mais c'est une réalité. Troisième point, 50% des cadres en fait estiment que la rémunération proposée est un critère essentiel en cas de changement d'entreprise. On le sait, c'est une difficulté tant côté RH recruteur que côté candidat. Est-ce que oui ou non je clique sur postuler quand j'ai une offre qui n'a pas de salaire? Ça peut aussi bien faire perdre du temps à un recruteur que de faire perdre du temps à un candidat, que de ne pas avoir cette information. D'autant plus quand on est sur des intitulés de poste, des missions ou des offres pour lesquelles les contenus d'offres ne sont pas très clairs et donc charge au candidat qui lit l'offre de se faire une idée du montant
de la rémunération que l'entreprise propose. Je vous donne un exemple très bête, technico-commercial. Un technico-commercial aujourd'hui, s'il est junior ou senior, le contenu d'émission, alors me sautez pas dessus, mais globalement, le contenu d'émission peut être pratiquement le même. Il n'empêche que la rémunération va quand même donner un guide sur le nombre d'années d'expérience qu'on attend derrière un technico-commercial, un business développeur ou un chargé d'affaires. Donc, il y a une vraie importance pour le candidat. Si pour le candidat, ça a une importance, ça veut donc dire qu'en termes de taux de clic sur vos offres d'emploi, il y a bien un enjeu à ce que vous puissiez indiquer dans l'offre d'emploi aujourd'hui la rémunération proposée. 58% pratique obsolète, c'est quoi? Eh bien, 58% des recruteurs demandent encore le salaire précédent en entretien de recrutement. C'est considéré comme une pratique obsolète, puisque dans tous les cas, le poste occupé précédemment n'est pas forcément en lien avec le nouveau poste, ne correspond pas en totalité avec la nouvelle entreprise, pour des raisons de marque employeur, pour des raisons de valeur, de culture d'entreprise, de mission, de collaborateurs, de managers, d'organisation, de culture, d'axes stratégiques. Bref, on peut mettre énormément d'éléments entre un poste A et un poste B pour un même intitulé de poste. Et c'est bien ce que l'on voit aussi si vous faites une analyse marché de vos offres d'emploi avant de les publier. Quand vous allez sur un job board, quel qu'il soit, et que vous regardez une offre d'emploi similaire à celle que vous souhaiteriez publier, eh bien, vous voyez bien que le contenu des missions, les attentes, l'organisation n'est absolument pas la même. Donc, ça n'a plus véritablement de sens que de demander en plus le salaire précédemment occupé dans une organisation. Ce qui va concrètement changer. Alors, dans les pratiques RH, vous allez le voir, je m'en excuse d'avance, cette slide est relativement complexe. Vous l'aurez à tête reposée envoyée pour que vous puissiez vous positionner. Ce qui est important, et je ne vais pas vous la lire parce que vous avez les éléments sous les yeux, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'à aujourd'hui, on n'a que 6% des entreprises qui disposent d'un projet qui est clairement formalisé autour de cette réglementation et de cette nouvelle obligation. 6% des entreprises, c'est très très peu. Par rapport au baromètre de l'APEC, on sait aussi qu'on a 75% des entreprises qui n'ont pas encore commencé. 75% des entreprises, côté baromètre APEC, ça veut dire que nous, on accompagne principalement des TPE-PME. Donc, c'est une cible de moins de 250 salariés. Donc, sur les 2 premiers pavés que vous avez justement sous les yeux. Bien sûr qu'il y a des disparités qui sont liées au nombre de salariés dans vos organisations et de l'organisation globale de l'entreprise. Une TPE-PME, très souvent, vous avez un dirigeant, des managers, pas forcément de responsables RH, pas forcément de chargés RH, capable d'interpréter, capable de projeter en fait les aménagements. Et donc, ça sera une difficulté du côté des TPE-PME, puisqu'on voit bien 75%, c'est énorme à aujourd'hui sur l'empreinte. 65% des offres aujourd'hui, cadres, côté APEC, par contre, mentionnent bien un salaire. Ce qui est une avancée, puisque si on revient très très en arrière, par exemple en 2019 ou en 2020, on était plutôt aux alentours des 20%. Donc 20% en 2019, 65% en 2025 sur un consolidé d'année complète, on a quand même une vraie évolution. Ça veut dire que 2025, on n'était pas encore sur une obligation de le diffuser, mais donc on est sur une prise de conscience que cette obligation, ce label que nous on appelle OQA, offre qualité APEC, c'est-à-dire que vous avez ce petit label avec une petite flèche, à condition que vous ayez rempli 3 critères, notamment justement d'indiquer le taux de rémunération, la fourchette de rémunération que vous proposez sur une offre d'emploi. Donc, c'est quand même une vraie réalité. Ici, très très rapidement quand même, ce que l'on voit, l'objectif en fait, c'est de comprendre qui est concerné déjà par cette directive. Alors, c'est vrai que pour les entreprises de moins de 100, voire même pour les entreprises de moins de 11 salariés, si il y en a dans le chat, j'ai pas regardé si vous aviez répondu sur vos nombres de salariés dans vos organisations. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'obligation réelle. Par contre, à un moment ou un autre, il va falloir se poser la question en termes RH de est-ce que oui ou non ça a du sens que je me prépare et que j'affiche justement en termes de marque employeur, que oui, je me suis conformée à cette loi, oui, j'ai anticipé cette loi, et oui, pour nous, ce n'est pas qu'une loi, mais c'est bien un enjeu marque employeur, un enjeu vis-à-vis d'une analyse marché qu'un candidat pourrait faire sur qui je suis, ce que je fais, ce que je propose pas, et comment je suis organisée justement dans mon organisation. On peut très bien intégrer
cette nouvelle directive comme étant un atout marque employeur dans les organisations, qu'on soit une TPE, qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe ou qu'on soit une ETI. Un ETI, pardon, entreprise de taille intermédiaire. Donc, c'est bien là. Géraldine, oui, c'est ça. C'est aussi le fait que dans le recrutement, une toute petite entreprise est aussi en concurrence peut-être avec une PME ou des plus grosses. Enfin, le marché, entre guillemets, il va aussi se caler à cette nouvelle directive. Tout à fait. En fait, vous le voyez, hein, toutes les entreprises, il y a quand même un bandeau vert qui est plutôt positif et qui s'accorde à tous. C'est qu'en fait, dès aujourd'hui, déjà, dans vos offres d'emploi, vous devez afficher la rémunération, c'est une obligation, et vous ne devez pas demander la rémunération du précédent poste occupé. Ça, c'est un enjeu crucial. C'est ce qui correspond à avant embauche. Ensuite, il y a un pavé pendant embauche et ensuite pendant la durée de vie de l'expérience collaborateur. L'avant-embauche, il est essentiel parce que quand vous allez afficher une fourchette de rémunération, même si vous n'y êtes pas obligé, ça veut quand même dire que vous avez réfléchi au sujet, que pour vous, il y a une prise en compte de l'expérience candidat et de l'expérience collaborateur. Ça, c'est une obligation, mais derrière, il y a un enjeu pour que, vous puissiez gagner du temps dans votre process de recrutement, mais aussi que vous puissiez jouer carte sur table avec les candidats et les collaborateurs. Si vous affichez la rémunération dans vos offres d'emploi, ça veut bien dire qu'à un moment, votre grille de rémunération dans votre organisation, elle est claire aussi, puisque si vous avez des postes similaires déjà occupés dans votre organisation, le collaborateur qui occupe le poste peut donc savoir à combien ils sont embauchés, les nouveaux collaborateurs de l'organisation. Donc, il y a forcément un système de comparaison qui va s'instaurer. Si vous n'avez pas fait ce travail, si l'égalité n'est pas encore, si le travail sur la rémunération n'a pas encore été fait, bien sûr que oui, vous allez vous acheter des questionnements, des portes qui s'ouvrent côté RH et direction parce que les collaborateurs vont dire, et vous l'avez tous eu, pourquoi un tel gagne plus ou pourquoi je gagne moins que monsieur ou madame un tel pour un même poste. Et donc, forcément, de travailler, d'avoir un travail préparatoire sur cette nouvelle obligation va vous faciliter les choses le moment venu où vous serez pied au mur avec un collaborateur qui va rentrer dans votre bureau et qui va vous dire « Ok, bah maintenant, je veux une justification et je veux savoir pourquoi. » Alors, même si la directive ne vous oblige pas, bien sûr, à vous justifier, quid si jamais, oui, vous êtes une entreprise de moins de 100 salariés et vous n'avez pas l'obligation de vous justifier, quid d'un collaborateur qui vient quand même vous poser la question et à qui vous répondez « Je ne suis pas obligé de te répondre ». Je ne pense pas qu'en termes de marque employeur et d'expérience collaborateur, ce soit très positif que d'expliquer à un collaborateur d'une organisation de moins de 100 salariés, je ne suis pas censé te répondre, je n'ai pas à me justifier compte tenu de la loi. En termes RH, ce n'est pas forcément très pratique et très entendable pour un collaborateur et donc des questions se posent. Ce qui veut dire derrière, et là on va chercher la casquette RH, organisation de tout un service, projection RH, quid de la démotivation, perte de sens, perte de confiance en l'entreprise, perte de confiance en le manager si c'est le manager qui n'a pas été formé correctement d'ailleurs à cette transposition sur les réponses et donc derrière peut-être fuite du talent ou en tous les cas recherche d'un nouvel emploi parce que plus de confiance dans mon entreprise qui n'est pas capable de répondre à une question même si elle n'y est pas obligée. Est-ce que ça va pour le moment? Alors, je reste encore un tout petit peu sur cette slide parce que il y a aussi, quoique non, si vous pouvez passer à l'autre, si, sans problème, sauf s'il y a des questions et des remarques qui vous paraissent importantes. Donc, ce qu'on se dit, les nouvelles règles, c'est quoi? Il y a des règles avant embauche, il y a des règles après embauche. Les règles avant embauche, on les a vues, donc c'est bien afficher le salaire et c'est surtout de ne plus demander la rémunération passée. Par contre, ce que ça induit quand même, derrière tout ça, c'est pas le tout de le lire et de dire bah oui, on le fait déjà. C'est aussi dans votre processus, je dirais, de communication, de formation, d'informer tous les collaborateurs qui peuvent rentrer dans le process de recrutement qu'ils ne doivent plus demander la rémunération passée. Si jamais vous êtes sur un process de recrutement qui fait que le service RH ou la direction rencontre un collaborateur, un candidat, pardon, et ensuite ce candidat rencontre un manager qui, lui, n'a pas été formé, n'est pas informé par ces nouvelles dispositions et qu'il pose la question de la rémunération passée, là, vous rentrez dans une mécanique qui vous concerne après embauche, qui concerne le manager, le service RH,
la direction et donc la totalité de l'organisation, tous les services bien évidemment confondus. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu avant-embauche, mais qui est nécessaire aussi après embauche, puisque ça va au-delà de j'ai un écart de rémunération avec d'autres collaborateurs. Après embauche, on en est où? On en est où? Eh bien, il y a plusieurs choses. Une fois que vous êtes en poste, quand vous avez des collaborateurs, en fait, vous allez avoir en tant que collaborateur, enfin vous aussi si vous êtes présent et salarié des entreprises et pas que dirigeant, vous avez des nouveaux droits, des droits à l'information, justement, droit à l'information sur les rémunérations des postes comparables. Et je dis bien comparables parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi, notamment qu'on allait pouvoir connaître le salaire de son dirigeant, le salaire de son ou sa RH, le salaire, bref, de tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est complètement faux, ce n'est absolument pas ça. C'est bien un niveau de rémunération individuel avec des critères pour les déterminer, pour lesquels on va aller chercher un poste comparable. C'est-à-dire qu'on est bien dans l'objectif de je suis dans un même service, j'occupe un même poste et je demande, j'ai un doute sur le fait que ma rémunération soit égale à celle de mon collègue qui occupe le même poste. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des niveaux moyens de rémunération, c'est-à-dire que là, justement, les entreprises vont devoir justifier un écart de plus ou moins, alors plus ou moins 5%, compte tenu de plusieurs critères. Et les critères vont devoir être justifiables et surtout non sexistes. J'insiste parce que c'est important sur la partie non sexiste. Plusieurs critères qui peuvent être, alors qui ne sont pas encore listés, attention, et là je rentre bien dans l'idée que le droit français n'a pas encore transposé la directive européenne. Les critères, ça peut être quoi? Ça peut être la compétence, niveau de qualification, expertise technique, expertise spécifique. Ça peut être l'effort, l'intensité, la complexité du travail, la pénibilité, en fonction des entreprises dans lesquelles vous êtes, de l'industrie notamment, on peut parler. La responsabilité, niveau de responsabilité, prise de décision, encadrement, oui, non. Conditions de travail, et là, on voit bien qu'on est sur un nouvel enjeu, QVCT, qualité de vie et conditions de travail de l'entreprise. Travail de nuit, pas travail de nuit, environnement plus physique, environnement cadre, donc moins physique, mais charge mentale, santé mentale, pression, donc une pression émotionnelle aussi qui peut être supérieure d'un collaborateur à l'autre en fonction des missions, des projets et des missions transverses qu'il peut occuper. Et donc, on voit bien que là, on rentre et on commence à rentrer dans le vif du sujet, d'un sujet non plus juridique, mais d'un vrai sujet RH, de comment vos services RH et comment est-ce qu'aujourd'hui vos fiches de poste sont organisées, vos grilles d'évaluation, vos grilles de mission, vos grilles de poste à l'intérieur de vos organisations. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre eh bien, de juger lorsque vous allez avoir une question de la part d'un collaborateur sur sa rémunération. Donc, les critères doivent bien être objectifs, justifiables et non sexistes. Donc, épargnez-moi, s'il vous plaît, le côté oui, mais c'est une femme, donc c'est normal qu'elle soit moins bien payée. C'est justement ce sur quoi on ne veut surtout pas aller dans cette nouvelle loi. Donc ça, c'est une vraie logique de cette loi. Donc, non seulement elle doit être justifiée, mais ensuite, derrière, elle va devoir être corrigée, bien évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire, bah oui, je le justifie par tel ou tel critère, donc non sexiste et objectif, mais aussi il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on soit capable, en tant qu'organisation, de corriger cet écart. Et donc, il y a bien un levier financier, d'axe stratégique, d'échange avec vos directions sur quelle enveloppe, comment on fait, comment et quel levier on va mettre en place et qu'est-ce que ça implique derrière. Ça implique énormément de choses derrière parce que si on reprend l'ensemble des domaines RH d'une organisation, alors là, organisation moyenne, donc on va dire plutôt PME, on va dire, vous allez avoir un impact donc, sur le recrutement, avec des salaires clairs, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir un impact sur quoi? Sur la marque employeur, parce que le fait d'avoir de la transparence sur vos rémunérations, c'est un vrai argument d'attractivité par rapport à une entreprise, par exemple, qui, dès aujourd'hui, ne s'y conforme pas, ne s'y prépare pas, et donc est déjà en décalage de fait avec des organisations qui auraient pu travailler ce sujet-là, ce qui veut dire qu'en termes d'attractivité, si vous le faites déjà dès maintenant et que vous n'attendez pas le dernier moment de la loi, vous êtes déjà sur un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises qui recruteraient le même poste et les mêmes intitulés de poste. En termes de rémunération, eh bien, là, pour le coup, c'est extrêmement facile et traçable
ça vous évite aussi d'aller chercher de la négo, de faire durer le temps du process de recrutement, puisque vos fourchettes de rémunération sont calées sur une grille, donc vous gagnez du temps en disant bah non, je ne peux pas aller chercher 5-4 plus sur ce salaire et sur ce poste-là. Expérience collaborateur, on en a parlé, mais c'est vrai, c'est un climat de confiance sur l'expérience collaborateur. Oui, c'est clair, oui, c'est net, oui, il y a des grilles, oui, il y a un droit à l'information, tout est possible, tout est diffusable, tout est consultable, voire même vous avez des organisations qui ont déjà passé le pas et qui mettent à disposition le salaire de tout le monde. Donc là, on part très loin, mais c'est une possibilité. Donc c'est une vraie transparence et ça inclut un climat de confiance. Ça veut dire, bah oui, ok, mon organisation, j'ai confiance en elle, je sais quels sont les critères utilisés, je sais pourquoi je suis dans l'organisation et à quel poste et à quelle mission. En termes de développement, eh bien, ce qui va être impactant, et là on est vraiment sur après-embauche, et on peut peut-être même passer à la slide d'après parce que ça a du sens, c'est mon plan d'évolution des compétences, en fait. C'est demain, pour que je puisse gagner plus ou différemment, donc c'est bien là justement dans l'analyse des impacts, on va être par exemple sur une force, sur le renforcement de la confiance en interne et sur le plan d'évolution des compétences, c'est si je veux transformer ma rémunération dans l'entreprise, c'est clair, je sais par quoi commencer et je sais vers quoi aller. Par exemple, une montée hiérarchique, un plan de formation établi, des niveaux de formation à basculer et à passer, des positions, par exemple, des niveaux et des positions à passer. Je vous donne un exemple, vous êtes 3.1.A, 3.1.B pour passer à cet échelon-là et donc avoir une fourchette de rémunération supérieure, il faut que je sois capable de faire telle chose, telle chose, telle chose dans mon organisation, telle mission, prendre tel projet, avoir tel niveau de responsabilité. Donc en fait, ça éclaircit bien évidemment les niveaux de compétences, ça éclaircit le niveau des missions, ça éclaircit les postes et surtout, ça permet de vous faire gagner du temps en tant que RH sur quel poste je recrute, pour faire quoi, dans quel contexte et vers quel niveau de rémunération. Et puis le dernier point sur tous ces domaines RH, c'est l'intégration bien évidemment, parce que une transparence, je dirais, stable et assumée amène forcément de la confiance et donc ça permet aussi d'enlever une levée de doute sur une expérience candidat peut-être difficile ou compliquée dans un premier temps pour transformer l'essai de l'expérience collaborateur. Ça peut permettre de réduire aussi certains chiffres qui étaient à l'époque, alors je n'ai pas les chiffres les plus actualisés, mais 4% des candidats qui ne reviennent pas le lendemain sur l'effectif cadre. Et puis, vous avez aussi alors maintenant c'est un peu plus bas, on est plutôt à 15%. 15% des candidats ne terminent pas leur période d'essai à leur initiative. Aussi, pourquoi? Parce que manque de transparence, manque de clarté, difficulté de comprendre entre ce qui s'est passé dans mon entretien de recrutement et pendant ma période d'intégration de ce qu'on attend de moi. Et donc, si on se rend compte qu'il y a déjà eu, non pas malversation, mais en tous les cas, des choses cachées pendant l'entretien de recrutement, on se pose la question de il se passera quoi demain quand je serai véritablement collaborateur de l'entreprise. Là que Géraldine, on prend conscience de tous les chantiers inhérents à cette démarche, en fait, de structuration avant de passer le cap, avec tous les points que tu viens d'aborder, qui sont en fait des pratiques RH, des outils, des démarches, des méthodologies à mettre en place dans l'entreprise, qu'il y ait ou pas d'ailleurs une ressource dédiée. Et c'est là qu'on se rend compte du temps que ça peut aussi prendre. Ça prend beaucoup de temps et vraiment, et tu l'as très bien dit en introduction, et tant mieux si on a un peu plus de temps. Je sais parce qu'on le voit en entreprise, on le perçoit encore comme à l'époque de l'entretien professionnel, une obligation légale et non pas un outil, un levier d'attractivité. C'est un vrai levier d'attractivité aujourd'hui, justement. Et c'est bien pendant cette période de non-obligation et encore dans une phase de préparation que vous avez un vrai levier d'attractivité et un vrai levier pour un avantage concurrentiel vis-à-vis des entreprises qui attendent le dernier moment pour s'y conformer. C'est un peu le même concept que l'intelligence artificielle en se disant j'ai le temps, d'ici que ça m'arrive, d'ici que ça me tombe dessus et que je sois en difficulté dans mon organisation, j'ai encore le temps. De mettre en place ce qu'il faut, notamment avec, à l'époque, en tous les cas, le fameux IA Act. C'est exactement la même chose, sauf que là, on est quand même sur un enjeu qui est encore plus fort. On touche à la rémunération.
la rémunération, c'est pas rien. Ça fait quand même partie de ce que les candidats regardent. C'est le nerf de la guerre, c'est la petite ligne en bas à droite qu'on touche une fois par mois, mais qui nous permet d'avoir psychologiquement en fait une sérénité pour accomplir nos missions pendant tout un mois. Et c'est une vraie réalité, c'est un avantage compétitif. Vous le voyez bien ici, hein, ça a été noté, c'est pas pour rien, c'est pas du bullshit, et pardon de l'expression, parce que c'est une vraie réalité. Utiliser cette phase d'avant non obligatoire pour prendre les devants et avoir un avantage marque employeur pour son organisation, pour moi, c'est essentiel. Je ne vous dis pas d'avoir un impact sur tous les domaines RH que je vous ai cités tout à l'heure, mais principalement, vous avez 3 niveaux d'obligations pour lesquels vous pourriez être en avance aujourd'hui. C'est la transparence dès le recrutement, pour moi. C'est le droit à l'information pendant le contrat de travail, notamment sur la rémunération. Et c'est surtout un reporting régulier sur ce qu'il se passe et ce qui est remonté. Les irritants, quelque part. On pourrait très bien imaginer que si vous posez des questions et que vous avez été si nombreux à vous connecter ou inscrire à ce webinaire-là, en tant que RH de compétences, imaginez ce que les collaborateurs qui aujourd'hui n'ont pas encore l'information dans vos organisations de véritablement ce qu'est le décret et ce que sera la transposition en droit français, une zone d'incertitude qui est extrêmement forte. Même nous qui travaillons au quotidien avec les RH et les directions, on a eu ce travers dès le début en disant « Ah ben, on va pouvoir consulter la rémunération de tout le monde ». C'est pas du tout ça. Mais donc, il y a une vraie frustration, il y a des irritants, il y a des mouvements aussi, alors je ne vais pas dire de panique parce que c'est un gros mot, mais de la part des managers, une grosse difficulté à eux aussi se positionner par rapport à cette directive et à cette loi. Donc, je dirais que le reporting et l'information, le droit à l'information que vous allez devoir transposer et proposer, il va être très très fort justement sur les premiers mois pour tout de suite clarifier qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on va en faire une force et une opportunité et non pas qu'une faiblesse et une menace. Oui, ça peut être une faiblesse, oui, ça peut être une menace, hein, on va pas vous dire le contraire puisque vous avez bien sûr des organisations qui historiquement, pour plein de raisons différentes, et je n'entrerai pas dans ce détail, vous aviez des collaborateurs qui avaient des rémunérations très très hautes, et puis en cours de route, une montée en croissance, beaucoup plus de collaborateurs, donc un besoin de structurer la politique de rémunération et donc des grilles qui se sont installées. Mais bien sûr, vous avez encore des collaborateurs qui ont des très gros salaires par rapport à une grille de rémunération qui aujourd'hui est un peu plus faible. Oui, ça bouscule. Oui, ça va vous demander beaucoup plus de temps, donc c'est là où ça en est une faiblesse. Oui, ça peut être une menace plutôt en interne, mais vis-à-vis de l'externe, le fait d'essayer de le transformer en force et en opportunité, c'est un vrai atout marque employeur, encore une fois, et ça, j'insiste, parce que c'est une vraie réalité. On peut passer à la slide d'après. Merci. Une des idées, alors, je ne suis pas forcément pro BSI et ce n'est pas mon rôle de l'être aussi. BSI, bilan social individuel, je ne sais pas si ça parle et si ça vous parle et si ça parle à tout le monde. Ça peut être un des outils. En tous les cas, au-delà de l'outil du BSI qui peut être utilisé et diffusé, pour vous, en tant que RH et dirigeant, ça peut être intéressant quand même de poser le cadre. C'est-à-dire que d'utiliser cet outil-là pour déjà travailler la base de qu'est-ce qui existe chez vous, où vous en êtes et sur quoi et quels sont les leviers que j'ai. La rémunération, premier élément, les avantages sociaux, l'employabilité, le plan d'évolution des compétences, il est très peu souvent mobilisé, utilisé dans une fourchette de rémunération. Pour autant, quand on commence à mettre bout à bout le prix d'une formation, le prix d'une formation et des coûts de déplacement pour aller sur une formation, eh bien, on se rend compte quand même que ça peut très très vite générer une enveloppe très conséquente en fait, et pour un collaborateur, pour sa montée en compétences, pour sa mise à jour sur son poste de travail aussi, mais il n'empêche que ça rentre bien dans son employabilité, dans le développement de son employabilité. Le fait de proposer à un collaborateur de rester à jour sur son poste de travail, c'est bien du développement d'employabilité qui rentre dans le raisonnement global de sa rémunération. La culture d'entreprise, les valeurs, la reconnaissance, le management, le mode de management que vous avez aussi en fonction des managers. La reconnaissance est essentielle aujourd'hui. Qualité de vie, conditions de travail, ça rentre bien évidemment dans ce
dans ce volet-là, tout comme l'environnement de travail. Vous voyez, ont été mis QVT, qualité de vie au travail. Maintenant, on ne parle plus de QVT, mais on parle bien de QVCT, justement parce que on est bien sur ce sujet de qualité de vie et conditions de travail, l'équilibre vie pro, vie perso, qui ne passe pas que par du télétravail, bien heureusement. Ça passe par la santé mentale, ça passe par la charge de travail, ça passe par qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui. Par exemple, quand un collaborateur vous dit j'en peux plus, je suis en surcharge, faut m'aider. Petit aparté très très rapide, mais parce qu'elle a du sens aussi, elle rentre dans ce cadre-là. On a eu le cas et on a vu le cas d'un manager qui a un collaborateur qui a souhaité lui faire part de sa charge de travail qui était trop forte. Le manager, en réponse, parce qu'il n'était pas formé, pas informé, pas outillé, et c'est souvent le principal sujet, s'est dit, bon, bah, je te décharge de certains dossiers et je le donne à d'autres. Et le collaborateur qui était en souffrance, eh bien, lui, s'est mis en arrêt de travail parce qu'il a eu l'impression, par exemple, il a eu l'impression d'être mis au placard. Donc, on voit bien. Et pourquoi je vous donne cet exemple? On parle bien de communication, d'information, de communication et d'outiller toutes les parties prenantes de vos organisations sur ce sujet pour ne pas faire d'erreur de com vis-à-vis des collaborateurs. C'est hyper important. C'est une loi qui est très touchy, qui est un peu particulière, justement, parce qu'encore une fois, on touche à la rémunération. Donc, faites attention à bien outiller vos managers, à bien outiller vos responsables de service, à leur donner de l'information claire, cohérente, transparente, facile à lire, facile à transposer, pour que tous les salariés puissent comprendre à quoi va correspondre cette loi. On l'a dit déjà tout à l'heure, avant, pendant, après. C'est bien 3 phases et ce sont bien 3 phases qu'il va falloir accompagner en tant que RH ou dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Le avant, dans tous les cas, il est déjà obligatoire, donc normalement, vous êtes pratiquement tous, même si on voit bien dans les chiffres APEC 2025, 65%, on n'est pas encore à 100% sur les rémunérations affichées, mais encore une fois, c'est un vrai outil et c'est un gain de temps pour vous en tant que recruteur que d'afficher la rémunération et de ne pas vous retrouver avec un candidat avec un salaire à 6 chiffres qui vient postuler à votre offre, alors que vous en proposez 50K. Je vous le résume grossièrement, mais c'est à peu près ça. Entretien annuel, évolution salariale. Donc là, on est bien sur une logique qui normalement l'est aussi dans beaucoup d'organisations. C'est pendant mon entretien annuel, je demande à mon manager comment tu peux m'aider à gagner plus d'argent. C'est aussi ça. C'est quoi les leviers? C'est quoi mes missions? C'est quoi ma marge de manœuvre en fait pour bouger, modifier, changer la donne aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment sur une discussion qui va être sur des critères objectifs, traçables, partagés aussi, ou du moins communiqués mais partagés, avec une obligation d'information, et ça j'en reviens et c'est hyper important, une obligation d'information sur les rémunérations pour des postes comparables, parce que ça peut être un sujet qu'on voit effectivement en entretien annuel. Et puis, si besoin est nécessaire, même si oui, la loi ne vous oblige pas pour toutes les organisations, mais une justification de l'écart de rémunération s'il est supérieur à 5%. Donc ça, c'est essentiel parce que ça vous apporte de la structure pour discuter entre manager et manager. Ça vous augmente votre fidélisation parce que si on est sur une base claire avec des critères objectifs partagés, la discussion est beaucoup plus sereine et elle est beaucoup plus saine. Et puis, ça réduit le risque aussi de contentieux. Le risque de contentieux, pourquoi? Parce que, et ça c'est quand même une des avancées les plus significatives de la loi, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est que ce sera aux salariés, à l'entreprise, pardon, d'apporter la preuve. Normalement, en cas de litige, c'est à l'entreprise d'apporter la preuve, aux salariés, pardon, d'apporter la preuve. En cas de litige, là, ce sera complètement différent et ce sera inversé. Donc ça, c'est une vraie distinction. Géraldine, tu vois que le temps qui file, donc il faudrait qu'on puisse bien garder du temps pour les questions. Je suis dans les temps. Voilà. Je suis dans les temps, aucun problème. Le niveau de transparence, alors, c'est plutôt cette slide en fait elle est plutôt simple en fait, c'est ce que la directive va vous imposer même si on est encore en attente et je le répète de certaines choses, la transparence à la demande, la communication sur les écarts globaux, ça c'est une base, la mise en place d'indicateurs obligatoires puisqu'ils vont devoir être communiqués et puis derrière de la rémunération individuelle qui doit rester
encadré avec des règles, qui doit rester protégé et qui va devoir aussi lutter contre les discriminations. Donc là, je n'ai pas grand-chose en tous les cas à ajouter sur cet élément. On a deux propositions, même si on en a un peu parlé, d'exemples de ce qui pourrait se passer dans vos organisations et de comment les gérer, mais c'est quand même des choses que vous allez avoir, voire même que vous avez déjà eues. Je viens d'apprendre qu'un collègue à poste égal gagne plus que moi. Pourquoi ? Ça, vous allez l'avoir. Hein. Je pense que là, il n'y a pas d'équivoque. Donc, le principe étant quoi ? Mais si on reprend tout ce qu'on s'est dit, c'est j'analyse la situation. Est-ce que vraiment ce sont deux postes comparables qui sont les mêmes? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est des critères ou non? Et c'est là où vous allez être dans une première phase de difficulté si vous n'avez pas travaillé avant, justement, la mise en conformité des critères objectifs pour pouvoir répondre justement à un collaborateur. Une fois qu'on a fait cette phase de diagnostic et d'analyse, eh bien, on récupère les critères, ou on les crée, ou on les écrit, ou on les travaille si ça n'a pas été fait, pour être en mesure, en fait, de répondre et de donner une vraie réponse, voire même une phase rectificative de la rémunération. Donc, on aligne la rémunération si jamais, effectivement, il y a une vraie logique. Critères objectifs non sexistes, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On les a listés, on pourra vous les redonner tout à l'heure sur les critères pour que vous les ayez en tête. Compétences, éventuellement, effort, responsabilité et conditions de travail. Deuxième exemple, sauf s'il y a des remarques sur le sujet. Ici, c'est un candidat plus junior qui va aller négocier, parce que c'est le même combat. Hein. On sait très bien qu'en sortie d'école, ils sont gonflés à bloc et ils vont vous demander 50K, alors que dans la réalité, on n'est pas du tout sur cette mécanique-là, sur la recommandation de rémunération. Typiquement, OK, même combat, j'évalue. Est-ce que oui ou non, ce qu'il demande est fondé? Je fais une analyse marché, un benchmark, je l'évalue par rapport à mes critères, je l'évalue par rapport à mes postes déjà en place dans l'organisation. Il y aura une petite distinction si c'est une création de poste, bien évidemment. Et pareil, je diagnostique, je définis mes critères, je structure une réponse, ce qui est essentiel, je communique et j'ajuste si nécessaire. Ce qui n'est pas une obligation, bien évidemment, c'est un ajustement si nécessaire. Même combat, les 4 critères éventuellement de la directive qui est aujourd'hui et la directive européenne, compétences mobilisées, effort exigé, responsabilité et conditions de travail. Donc ça, c'est la partie la plus difficile pour vous, ce sera bien sûr d'aller les challenger. Quelques outils APEC, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure de la fameuse offre OQA, offre qualité APEC, qui vous permet entre autres et vous oblige pour obtenir ce label-là de mettre la fourchette de rémunération. Si jamais vous avez besoin de retravailler certains outils, justement, les fiches métiers, le simulateur de salaire, le data cadre qui vous fait une analyse marché de votre intitulé de poste par rapport à une situation géographique, par rapport à un niveau de diplôme aussi, qui vous permet bien sûr d'évaluer, de lisser et d'objectiver vos grilles de rémunération qui sont déjà actuellement dans vos organisations. Donc ça, c'est pour les outils. Valoriser la politique de REM, donc là, c'est le BSI qui est une base, l'équivalent d'une base dont on a parlé tout à l'heure hein, sur la fameuse roue de rémunération. Le BSI, alors moi, personnellement, je ne suis pas toujours très pour ce BSI. Pourquoi? Parce que si je vous prends un exemple très classique, les indemnités kilométriques font partie et rentrent dans le BSI. Et très clairement, quand vous faites de l'ICA, vous avez quand même une usure de véhicule, vous avez de l'entretien de véhicule qui fait que si on vous dit vous avez 5K de plus par an de rémunération dans votre BSI parce que vous avez fait de l'ICA, ce n'est pas toujours juste dans la réalité, ce n'est pas du pouvoir d'achat et ce n'est pas de la rémunération vraiment. Donc, apprendre avec des pincettes si vous l'utilisez ou vous l'interprétez parce que derrière, en critères objectifs, ça peut être confronté. Quatrième plan d'action en 2 minutes chrono, mais c'est possible et je vais le faire, il n'y a aucun problème. Plan d'action. Alors, le plan d'action, quelque part, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure avec tous les domaines RH que vous pourriez travailler autour de cette directive européenne. Le premier sujet, et je vais vous le donner un peu différemment, ce plan d'action, c'est sensibiliser et former les équipes. Je pense que c'est un point essentiel pour que la parole soit libre, elle soit uniformisée et comprise par tous. La première étape, c'est former une équipe projet en fonction de la taille de vos organisations. Deuxième étape, la RGPD.
attention aussi, puisque là, ça veut dire quand même que vous allez manipuler des données très sensibles, la REM. Donc, vous rapprochez de vos services informatiques ou du moins d'un prestataire externe pour qu'il puisse vous faire la bonne ventilation, que ça ne devienne pas au contraire discriminant en fonction des sexes, etc., etc. Donc, attention à la manière dont vous allez stocker aussi vos données en RGPD. Tout ça dans sensibiliser et former les équipes. Troisième point, anticiper cette formation et ce droit à l'information par rapport aux outils que vous avez déjà dans vos organisations. Il n'est pas exclu que vous ayez déjà travaillé votre index égalité, donc il faut bien le challenger avec la REM. Il n'est pas exclu que vous ayez déjà une politique de négo annuelle, donc il faut le challenger encore aussi. Votre enveloppe, elle est de combien et de quel pourcentage, et comment je fais avec mon équilibre des 5%, mon écart des 5% potentiels pour rectifier le tir par rapport aux entretiens annuels. Donc ça, c'est un sujet, et c'est un vrai sujet aussi dans les négociations annuelles. Donc ça, attention, bien avant, faire un diagnostic, un état des lieux de ce qui existe chez vous. Oui, Farida, tu as coupé ton micro, tu vas peut-être me... Non, Ok, j'ai cru que tu voulais ajouter quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc c'est le fameux diagnostic. Un diag de quoi et sur quoi? Déjà sur la rémunération actuelle, sur si oui ou non vous avez une classification des emplois, puisque là, ce sera aussi le démarrage de tout. Vos données RH, elles sont stockées comment, par qui et dans quelle mesure elles sont diffusables. Donc, on revient sur de la RGPD. Votre process de recrutement, il est organisé comment? On en a donné quelques mots tout à l'heure. Est-ce que c'est entièrement le service RH? Est-ce qu'il y a aussi du binôme avec des managers? Si c'est oui, eh bien là, il faudra bien sûr les former et les informer, qu'ils n'ont plus le droit d'aller les chercher sur leur rémunération. Et puis, surtout, de la com interne. Com interne, CRM, intranet, réunion d'information, réunion collective, réunion de service, CODIR. Bref, il faut que tout le monde prenne la mesure que ce n'est pas que, encore une fois, une obligation légale pour aller chercher de l'info sur le salaire d'un collaborateur. Une feuille de route. Ça, c'est un troisième outil, un troisième plan d'action, à mon sens. Une feuille de route, parce que vous n'allez pas tout faire en même temps. Si c'est complètement indigeste, si vous avez noté la totalité de ce que je vous ai dit et je vous dis que vous avez 3 mois pour le faire, c'est improbable. Donc, il va falloir prioriser les actions, bien sûr, selon l'urgence, selon la loi, selon l'impact aussi, en fonction du climat social de votre organisation. Vous n'allez pas prioriser de la même façon les actions. Budgétiser aussi, puisque les actions correctrices vont devoir être rectifiées pour la plupart. Encore une fois, cet écart de 5% va devoir être rectifié, justifié. Et puis, jusqu'à, on va dire, fin 2026, puisqu'on n'a pas de projection de réellement de la mise en place de la loi, on peut se dire que de aujourd'hui à fin 2026, ce seront quoi les points d'étape pour la mise en place et la mise en conformité. Donc, on peut aller très bien chercher déjà de l'interne sur diagnostic, fiche de poste, grille de REM et communication interne, tout en ayant en parallèle l'idée de, si vous avez des recrutements en cours, il va falloir aussi retravailler le process de recrutement. Ce qui peut éventuellement attendre un peu plus, dans un premier temps, c'est justifier, corriger, donc c'est l'enveloppe budgétaire aussi, parce que tout le monde ne va pas se réveiller tout de suite sur une demande de mise en conformité et une demande d'information sur pourquoi je n'ai pas le même salaire que mon collaborateur. D'autant plus que quand vous allez avoir ce questionnement qui va être soulevé, vous avez un délai, je crois, de 2 mois pour répondre. Donc, on n'est pas encore tout de suite dans ce sujet. J'ai mis plus de 3 minutes, mais j'ai terminé. Ouais. On voulait juste revenir rapidement, Aurélie et moi, sur le fait que la région propose un dispositif pour vous aider dans vos pratiques RH, à mettre en place des choses, à structurer, à anticiper, notamment pour ce chantier-là, mais pas que. Donc, on vous mettra le lien. Et sur le terrain, en fait, on a nos collègues aussi sur toute la région, sur tous les territoires qui peuvent être des relais. Donc, n'hésitez pas. Et il est temps de passer aux questions, Aurélie. Et il y en a. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre à tout. En tout cas, si on ne peut pas tout prendre, on fera un relais par la suite à Géraldine qui répondra de manière individuelle. Si je peux répondre. Oui. Sur les indicateurs égalité hommes-femmes, est-ce qu'ils vont être revus afin d'intégrer la transparence ou ça sera des rapports différents qui vont être publiés? Normalement, pour l'instant, ce ne sera pas revu.
ce sont des nouveaux indicateurs qui seront intégrés à la transposition côté rémunération, mais pour le moment, il n'est pas question d'avoir des indicateurs revus côté index égalité femmes-hommes. Très bien. Est-ce que la justification des écarts, est-ce que ça peut s'appuyer sur des éléments qualitatifs comme la performance, la motivation, l'esprit d'équipe? Oui, ça peut être pondéré du coup, puisque ce sera beaucoup plus compliqué bien sûr à justifier, mais on peut très bien imaginer que, parce que je vous ai cité 4 critères, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, vous pouvez en mettre 10 si vous le souhaitez et rajouter des qualitatifs, à condition que la pondération soit claire, qu'elle soit expliquée dans un espèce de cahier des charges ou une note d'explication. Et on peut imaginer que les 4 premiers sont sur 2 points ou 3 points, les autres sur 5 points. Bref, pour que ce soit plus simple, bien sûr, à jauger et juger. Mais derrière chaque élément qualitatif, il faut qu'il y ait quand même une liste des éléments derrière, de ce qu'on met derrière, pour qu'on puisse se positionner, même si ça reste du quali. D'accord. Mais oui, vous pouvez. Très bien. La directive demande de la transparence à l'employeur et lui interdit de demander de la transparence aux candidats. C'est vrai? Alors, ouais. Un point. Alors, je vous réponds juste sur les jeux de mots, quelque part. Il est interdit de demander la rémunération précédemment touchée. Mais il n'est pas interdit de demander les prétentions salariales, ce qui est différent. Je n'ai pas le droit, moi, de vous donner mon salaire actuel pour postuler chez vous. Par contre, je peux très bien vous dire que moi, mes prétentions salariales pour travailler chez vous, compte tenu du poste, compte tenu des missions, compte tenu des informations que j'ai sur votre entreprise, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que je sais faire, quel projet j'ai mené, moi, j'estime être en capacité de venir travailler chez vous pour telle fourchette de REM. Que vous imaginiez que cette fourchette de REM, elle corresponde au poste, à la rémunération du poste occupé actuellement, c'est une chose, mais ça reste des prétentions salariales, ce qui est différent. Mais les prétentions salariales, vous avez bien le droit de les poser. Parce que Très bien. prétention salariale, c'est une projection dans la nouvelle organisation. C'est combien vous souhaiteriez pour travailler chez moi. D'accord. Qu'est-ce qui pourra justifier un écart de salaire à poste égal, âge ou expérience, formation initiale? Je pense plus précisément à des postes d'ingénieur R&D dans des petites structures, 18 employés. Quid de la définition de poste égal? Alors, définition de poste égal, on est un peu sur les outils fiches métiers, grille de mission. C'est qu'en fait, ça va vous demander un gros travail, que vous soyez une TPE ou une PME, c'est vrai, de redélimiter les fonctions, de recalibrer les missions, le poste, les attentes, et aussi par service. Parce que parfois, vous pouvez avoir 2 services avec des mêmes postes, mais qui n'auront pas les mêmes missions non plus. Donc ça, on attend. Alors, je suis d'accord que c'est un travail qui est un peu fastidieux, qui n'est pas évident, d'autant plus que là, encore une fois, hein, on raisonne sur une directive européenne et pas de droit français, donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Pour vous, vos organisations RH, pour moi, c'est de travailler sur des fiches de poste les plus précises possibles en phase avec les rémunérations actuelles. C'est-à-dire de partir de l'existant pour voir si déjà c'est légèrement bancal, pardon de l'expression, mais légèrement bancal, on va dire. Mais travailler les fiches de poste et les fiches de mission. Très bien. Alors Géraldine, tu as dit justifier et corriger. Si la justification est légitime, compétence et pénibilité, pourquoi devrait-on corriger? Alors, ce n'est pas obligé de corriger. Vous justifiez. Si la justification est correcte, il n'y a pas d'obligation de corriger. Corriger, c'est si réellement l'écart de supérieur de 5%, il est présent et qu'on ne peut pas le justifier. On ne corrige que s'il y a un écart qui n'est pas justifiable et qui n'est pas convenable. Très bien. Comment s'adapter à la conjoncture? Un salarié qui a une force de négo aujourd'hui, qui ne sera pas le cas dans 2 ans ou dans… voilà. Comment on peut s'adapter à la conjoncture? Très bonne question. Très bonne question. Comment s'adapter à la…
disons que si il faut statuer sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'organisation, la projection sur la rémunération, dans tous les cas, personne ne pourra vous le donner, même pas le droit français. Donc, c'est non pas d'imaginer ce qui pourrait se passer demain, c'est à aujourd'hui, le niveau de REM, il est lequel? Et dis-moi Aurélie si ça ne correspond pas à la remarque ou à la Non, question. si je pense que c'est ça. Si le diagnostic que vous devez faire, puisqu'on parlait des phases et du plan d'action, le diagnostic que vous devez faire dans votre organisation, c'est en temps réel à aujourd'hui. On ne vous demande pas d'imaginer ce qui pourrait se passer demain. C'est déjà à aujourd'hui, c'est quoi vos pratiques, qu'est-ce qui peut changer et est-ce que oui ou non il y a une dissonance entre l'émission, le poste, la rémunération pour plusieurs collaborateurs déjà. C'est un état des lieux, c'est une photographie à l'instant T de vos organisations. Mais je ne suis pas sûre de répondre correctement. Si, je pense que c'est, de toute façon, il faut bien prendre un constat à l'instant T et travailler sur, c'est adapté aussi. Comment inclure la performance, le mérite dans l'évaluation travail égal, salaire égal? Alors, performance, si vous avez des feuilles de route, si vous avez des feuilles d'objectifs, eh bien, on peut imaginer, alors là encore, à prendre avec des pincettes, hein, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant, mais on pourrait projeter que la feuille de route, dans la feuille de route, soit ajouté un dépassement de cette feuille de route qui puisse permettre d'accompagner la performance. Il n'empêche que ce n'est pas parce que vous dépassez votre feuille de route que vous êtes performant, je l'entends aussi. Donc, pour moi, et ça revient à la question de départ, c'est que quelque part, il faudrait intégrer aussi des éléments quanti et quali, pour juger, jauger de la performance, puisque voilà, parfois, on peut être très performant, mais en ayant pris des chemins détournés pour aller au bout de sa feuille d'objectif. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur état. Après, si on prend quelque chose de un raccourci très, très grossier, on peut très bien statuer que uniquement sur une feuille de route de collaborateur qui est déjà existante. En disant, voilà, à aujourd'hui, tout collaborateur qui atteint sa feuille de route, d'ailleurs, c'est ce qui est souvent le cas dans les organisations, il y a une prime est atteignable, vous avez 42 fixes, 6 cas de variables. Les 6 cas de variables, c'est que uniquement si vous avez atteint vos objectifs. Ça pourrait très bien être cette variable-là qui soit le sujet, en disant, dans tous les cas, s'il y a atteinte, il y a variable. S'il n'y a pas atteinte, il n'y a pas variable. Le fixe, il est le même pour tout le monde. Et la variable d'ajustement reste le fameux variable, par exemple. Dernière question, Aurélie, ou une ou deux dernières questions. Un exemple concret avec une taille d'entreprise. Pour une entreprise de 44 salariés, est-ce qu'il vaut mieux attendre la transposition de la directive en droit français? Surtout pas. Surtout pas, parce que justement, vous êtes sur une taille intermédiaire qui à la fois attire et à la fois rebute. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui vont être TPE, PME compatibles, d'autres qui ne vont pas l'être, d'autres qui se posent des questions. Et quand on est une entreprise de 44, alors je ne connais pas votre niveau de croissance, mais il y a des chances que vous ne soyez pas encore dans votre taille optimale d'entreprise. Souvent, les entreprises qui sont à 44, 45 collaborateurs, elles montent au moins à 80, 90 pour se stabiliser. Ça veut quand même dire qu'en attractivité, vous êtes attractif et travailler tout de suite la rémunération, le process de recrutement, l'information, le plan d'évolution des compétences, on est pratiquement déjà dans le top 3 de ce que les candidats y regardent et recherchent dans une organisation. Si vous le faites tout de suite, vous avez un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres organisations qui vont être obligées de le faire pour attirer des candidats. Et tout l'enjeu d'un recrutement aujourd'hui, c'est bien attirer, recruter, fidéliser. C'est les 3 mots que je répète souvent, mais qui sont une vraie réalité. Donc oui, il faut absolument que vous puissiez vous y conformer. Faites un diagnostic, faites l'état des lieux de ce que vous avez déjà. D'ailleurs, il est fort probable que vous soyez très étonné de tous les outils que vous avez pu déjà mettre en place dans une entreprise de 44, mais que comme vous ne les avez jamais écrits, vous ne les avez jamais formalisés, vous avez l'impression que c'est très compliqué, que vous n'avez absolument rien. C'est faux. Il n'est pas exclu non plus que dans une entreprise de 44 salariés, vous n'ayez pas déjà une rémunération lissée et égale
pour un certain nombre de collaborateurs. Donc, prenez le temps de faire un diagnostic sur toutes ces phases, développement, expérience collaborateur, rémunération, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place sur lesquelles vous ne capitalisez peut-être pas et pour lesquelles il serait bon de communiquer déjà. Très bien. Du coup, ça reprend bien les 3 mots du départ du titre du webinaire, anticiper, sécuriser et valoriser. Une bonne Merci. conclusion. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc on verra avec Géraldine et Aurélie comment y répondre par écrit. C'est ce qu'on fait en général. Hein. Donc, après, il était aussi question d'avoir des ateliers au niveau territorial, et puis l'APEC continue aussi à œuvrer et à informer sur cette thématique-là. Merci à tous pour votre participation. Merci Aurélie, merci Géraldine. Vous étiez très nombreux ce matin. Donc, vous recevrez une enquête, vous recevrez la présentation. Notre prochain rendez-vous au niveau RH est le 3 avril autour de la transition écologique et des compétences. Donc, on vous attend nombreux. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.